ancienne comme n'importe quelle autre. Bon. Lorsque je dis par exemple qu'il n'y a plus de chansons, comme si ce peuple n'avait plus rien à dire ni à lui-même ni aux autres. Parce que les chansons de carnaval étaient des messages pour soi-même et pour ceux qui nous visitaient, pour ceux qui étaient de passage, pour ceux qui vivaient avec nous pendant quelques années avant de repartir. Le carnaval jouait cette fonction-là. Donc oui, le chapitre sur le carnaval qui est complètement dans le roman, hein, c'est-à-dire que c'est là qu'Hébert va apparaître, ses premières relations avec la police vont avoir lieu là, etc. Donc c'est un chapitre qui a sa fonction dans le roman, mais j'en profite effectivement pour rappeler que par exemple le fait que les femmes soient déguisées et que ce soit elles. Vous n'avez pas l'air très fan des balles Tololo. Les Tololo, non, moi je trouve que c'est une. Je pense que je suis dure dans le roman contre les balles Tololo. Alors, j'y suis jamais allée, donc on peut me rétorquer que je ne parle pas en connaissance de cause, mais je parle des symboles et des significations. Comment il a été créé, par qui? Voilà. Donc, rappelez que le bal Touloulou, chez Nana, on peut dire ici, donc où les femmes étaient celles qui décidaient qui danse, qui ne danse pas, comment on danse, si on danse pudiquement, si on danse lascivement, etc. Ça, c'est une prise de pouvoir. Ça, c'est une prise de pouvoir. Ça, c'est une inversion des rapports de pouvoir dans la société. Donc ça a un sens. Ça a un sens. Alors, ça a beaucoup moins de sens et beaucoup moins de portée aujourd'hui. Mais dans la société des années de la fin du 19e siècle, de la première moitié du 20e siècle, ça a un sens puissant. Parce que ce sont des femmes de service, les ménagères, les femmes qui sont... Ce sont des femmes qui l'ont inventé, Je ne sais pas, il y a des travaux de recherche, je sais qu'il y a un mémoire de sociologie là-dessus, que je n'ai pas lu depuis très longtemps. Il y a des travaux, il y a des spécialistes qui peuvent le dire. Moi, ce que je peux faire, c'est constater le sens de cela. Je n'aurais pas de difficulté à penser que ce sont les femmes qui l'ont inventé. Mais si ce sont des hommes qui l'ont inventé, le fonctionnement même de cette règle-là, c'est une prise de pouvoir par les femmes. Et ce sont les femmes de milieu modeste socialement qui prennent le pouvoir sur les hommes. C'est-à-dire que les hommes sont visage découvert. Elles choisissent les hommes. Elles choisissent leur patron. Elles choisissent leur directeur. Elles choisissent des hommes puissants. Parce qu'à ce moment de l'année, elles contractualisent en fait. C'est-à-dire qu'elles améliorent leur situation sociale en prenant dans leur piège un homme puissant qui sera lié par elles. Alors, il peut se détacher, évidemment. Mais elles sont séductrices. Elles sont séductrices. Et moi, je ne connais pas de façon plus solide et plus durable pour tenir un homme que la séduction. Donc, voilà, ça suit. Donc, pendant le carnaval, il se fait cette inversion de pouvoir. Les femmes de l'île modeste capturent des hommes puissants. Et bon, voilà, souvent elles en deviennent la maîtresse. Très souvent, on s'aime. C'est ça, moi j'ai des souvenirs, des choses que j'ai entendues et vues dans mon enfance. Mais ensuite, il y a aussi l'inversion, par exemple le lundi gras, le lundi mai, enfin je ne sais plus, le lundi. Il y a une inversion, c'est l'autorité ecclésiastique qui est tournée en dérision, alors qu'elle avait un pouvoir extrêmement fort aussi. À cette époque, l'autorité ecclésiastique est machin, et l'inversion se fait aussi, c'est-à-dire que c'est un homme qui est la femme, dans le couple marié, c'est un homme qui est déguisé en femme et une femme qui est déguisée en homme. Donc il y a tous ces signaux de subversion qui font que le carnaval avait vraiment une fonction sociale. D'accord. Donc ça sera ma dernière question. On avance. Au chapitre 7, on retrouve l'ambiance des manifestations de 2017. Et vous dites ça, la plus formidable puissance de ce mouvement tient sans doute à ceci, d'avoir pulvérisé, peut-être à l'insu de ses propres habitants, et probablement à l'ébahissement de ceux qui les gouvernent, les représentations inconscientes et partagées d'un territoire scindé, conditionné à la séparation physique et aux différences instrumentalisées, compartimentées, en autant d'enclaves que de catégories ethnoculturelles ou d'origine géographique.
Votre multi-ethnicité, c'est une force ou c'est une entrave, ou les deux? Alors, en soi, c'est une force. On peut en avoir conscience et en faire quelque chose d'utile. On peut en avoir conscience et l'entraver, justement. Mais en soi, c'est une force. C'est-à-dire que, vous voyez bien, vous discutez avec des gens qui sont du même avis que vous, au bout de 10 minutes, ça va, vous allez faire autre chose. Vous discutez avec des personnes qui ont des expériences différentes et qui, du coup, tirent des enseignements différents du même événement. Vous avez matière à discussion, vous échangez. Donc, en soi, forcément, c'est plus fécond, c'est plus chargé de nouveautés, d'interrogations et donc de force. Alors, moi, je trouve que ce qu'il y avait de plus frappant dans ce mouvement, et notamment à ses débuts, de plus frappant et de plus intéressant, c'est que, alors que nous avons une longue histoire de mobilisation collective et populaire, je pense que c'est la première fois que l'ensemble du territoire se mobilise. Est-ce parce que la marque physique de la mobilisation, c'était les barrages, donc quelque chose de très visible et de très facilement faisable, mais il n'empêche qu'en très peu de jours, en 2-3 jours, il y a des barrages partout sur le territoire. C'est-à-dire à l'intérieur du territoire, là où ça n'était pas un grand enjeu de circulation de mettre barrage, il y avait quand même des barrages. Moi, je crois que vraiment dans notre histoire de lutte et de mobilisation, c'est la première fois, en très peu de jours surtout, il y a une mobilisation générale sur l'ensemble du territoire. On faisait corps. On faisait l'identité guyanaise ensemble. Et on a vu la différence d'apparence des gens. Tout à fait. Mais vous dites aussi, si au lieu d'un slogan, il y avait une vision, si au lieu de mot d'ordre, il y avait un projet, on n'a pas de projet commun. C'est ça on n'a pas... Non, il n'y en a pas eu pendant ce mouvement, et je le dis librement. Et puis, bon, si ça vexe, ça vexe. Mais si ça peut provoquer des discussions, ce sera très très bien et très intéressant. Il n'y en avait pas, mais il ne pouvait pas y en avoir. Parce qu'à partir du moment où le mouvement collectif décide qu'il est apolitique, c'est quand même ce qui a été dit dès le début. C'est pas moi qui le dis. Ce mouvement, en tout cas ceux qui parlent en son nom, se déclarent apolitique. Comment vous les mobilisez? En plus, vous avez ce cadeau extraordinaire d'une mobilisation réelle, que vous en avez, que vous y ayez des mérites ou pas, peu importe. Mais il y a une mobilisation sur l'ensemble du territoire. C'est absolument fabuleux. Et d'une certaine façon, vous dites aux gens que finalement, on ne va pas profiter de ce moment extraordinaire, magique, pour penser notre société, penser notre territoire et décider et imposer que ce territoire ressemble à ce qu'on a envie qu'il soit. Bon. Vous commencez par proclamer que c'est apolitique, vous dites que vous ne voulez pas d'élus, donc que vous ne voulez pas de personnalité politique. Moi, je peux en parler, lorsque ça se passe, moi, je n'ai pas de responsabilité politique, je n'en veux pas. Donc, moi, je suis très à l'aise, je ne me sens pas concernée. N'en voulez pas. N'en voulez plus. Donc, ça va, évidemment. Voilà. Mais, ça m'aurait étonné qu'il n'y en ait pas au moins une ou un, là, c'est ça. Et donc ça, c'était l'impasse programmée. Et c'est inévitable. Et non seulement c'est l'impasse, mais c'est une opportunité pour d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent, qui parasitent le mouvement, qui l'infiltrent ouvertement ou pas ouvertement d'ailleurs, qui glissent des revendications, qui perdent leur sens politique alors que ces revendications ont un sens politique, même des revendications d'apparence très économique, etc. Donc voilà, dans le roman, alors la partie qu'elle a lue, vous avez l'impression peut-être que c'est un essai. Bon, c'est une partie qui explique, mais il y a des choses avant et des choses après, et il y a des personnages. Mais quand je raconte justement après la signature de l'accord, les mesures phares qui ont été retenues, on se rend compte que des choses qui n'étaient pas des revendications portées, qui, lorsqu'elles sont exprimées, peuvent avoir une apparence juste de revendications économiques, professionnelles, socio-professionnelles, sans répercussion politique, sont profondément politiques. Cette revendication d'une route à l'intérieur du territoire, c'est profondément politique. Est-ce qu'on perce le territoire juste pour que des personnes puissent avoir des opportunités de développer des mines d'or, des mines aurifères, en ayant parasité un mouvement collectif, une mobilisation collective? Est-ce
l'histoire collective. C'est un moment mémorable. C'est un moment très beau. C'est un moment très déconcertant aussi, parce que c'est ce moment qui va installer le fanion vert jaune rouge dans la société. Des tas de gens qui ne pensent pas à l'indépendance, qui ne voudront pas l'indépendance, et si on leur propose, ils vont se battre contre ça, se baladent avec leur fanion vert jaune rouge dans leur voiture. Enfin, dans une grosse. Donc c'est un des grands malentendus de ce mouvement. Alors c'est à la fois intéressant et un peu déprimant. C'est déprimant parce que ça a complètement dévitalisé ce symbole qui a une histoire qui est racontée dans le livre sur les années 70. C'est d'abord une grande mobilisation syndicale, l'Union des travailleurs guyanais de l'époque. Ensuite, c'est une mobilisation politique indépendantiste. C'est le mouvement guyanais de décolonisation, la Jeune Garde, le CAOPA, etc. Et c'est très critiqué, c'est très combattu. Les militants sont arrêtés, ils sont embarqués dans des avions envoyés en prison à la santé. C'est vraiment un drapeau qui cherche à s'imposer dans une lutte syndicale et politique militante. Ensuite, il y a quelques mois avant le mouvement de mars 2017, l'ancien président du Conseil général avait hissé ce même drapeau au balcon du Conseil général. Et ça avait provoqué des tas de protestations dans le pays. Et on n'a pas eu de grande mobilisation pour dire mais pourquoi vous protestez, c'est notre drapeau, on le veut, etc. Donc ce drapeau s'impose pendant, moi j'ai vu des photos d'élus avec leur écharpe tricolore avançant derrière un grand drapeau vert jaune rouge. Bon. Moi je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement que bon voilà, il y a deux symboles. Est-ce qu'on est conscient que ce sont deux symboles qui interviennent dans le même champ? Et est-ce qu'on dit très clairement, on a décidé qu'on les porte ensemble ces deux symboles? C'est concevable, à condition que ce soit conscient. Je ne suis pas persuadée que ça le soit. Je vous remercie beaucoup, Madame Rivière. On va peut-être laisser la parole au public. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous apporte le micro. Il y a des questions? Oui, j'arrive. Bonsoir Madame Dubira, bonsoir tout le monde. Alors j'avais une question, j'aimerais revenir sur la description des personnages, si vous voulez bien. Il y en a une précise, celle d'Adélia, où vous mentionnez le fait qu'elle ait le bras atrophié. Et j'aimerais savoir en fait pourquoi vous avez fait ce choix-là, puisque bien évidemment tous les personnages ne sont pas décrits. Est-ce que c'est pour accentuer que malgré qu'elles sont handicapées, parce que c'est un handicap, mine de rien, ça n'entache en rien sa témérité et sa ferveur quand elle est face justement aux politiciens. Est-ce que c'est une façon de, justement, comme vous l'avez dit à juste titre, de démontrer que le physique n'altère en rien la capacité intellectuelle? Absolument, merci Madame pour cette observation. Effectivement, il s'agit de Dora, qui a un bras atrophié. Alors il y a des spéculations sur la source de cette infirmité. L'infirmité n'est pas un gros mot, hein. La source de cette infirmité. Et ce sont évidemment, je mets des hypothèses fantaisistes, parce que ce qui est intéressant, c'est pas de savoir ce qui lui est arrivé. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment le regard qui se pose sur elle essaie de formuler une explication, comme si les gens, lorsqu'ils sont en face d'une personne qui présente un handicap, les gens ont besoin d'une explication rationnelle. Donc, moi, ce que je veux, c'est leur dire qu'il n'y a pas d'explication rationnelle. Il y a des faits de vie. Donc, il y a des personnes qui présentent un handicap, mais qui sont ces personnes? Et c'est ça qui est intéressant. Et Dora est une personne extrêmement attachante, elle est téméraire, elle affronte même une situation physiquement dangereuse, alors qu'elle est une jeune femme, qu'elle a un bras atrophié, donc elle n'a pas normalement une capacité physique pour se mettre en danger physiquement, et pourtant elle va se mettre en danger physiquement. Et comment elle se met en danger
Elle le fait avec sa langue, évidemment, avec sa perspicacité, avec son impertinence. Elle n'est pas insolente, hein, elle n'est pas injurieuse, elle n'est pas discourtoise, elle est très impertinente, elle est opiniâtre, hein, elle revient à la charge, et elle se met en danger physique, puisque ça provoque des grognements d'abord, ensuite des mouvements de chaises, et des personnes qui se lèvent, mais elle n'est pas effrayée. Et je pense, en tout cas, moi, c'est à la fois l'expérience que j'ai avec les personnes qui ont un handicap. Moi, j'ai une curiosité vis-à-vis des gens, quels qu'ils soient, vis-à-vis des gens. Lorsque je croise une personne, que je parle avec une personne, je la regarde, je m'imbibe de ce qu'elle est, je l'écoute, j'essaie de la deviner, etc. Et quand je suis devant une personne qui présente un handicap, c'est la même chose. Que ce soit un handicap physique ou mental, c'est la même chose, j'ai la même curiosité. Et moi, je me dégage complètement d'essayer d'avoir une explication rationnelle au handicap de la personne. Cette personne, elle fait partie de la richesse. La richesse du point de vue aussi bien culturel et psychologique que du point de vue scientifique d'ailleurs. Scientifique, parce que ces personnes portent aussi un capital génétique comme les autres, qui contribuent à notre capital génétique commun, en général. Donc voilà, Dora, c'est ça, merci d'avoir pensé à Dora. C'est la seule dont une partie du physique est développée. Et j'ai une deuxième question, si je peux me permettre. Alors ça concerne la présence de la chauve-souris tout au long des pages. La chauve-souris, c'est un animal qui est libre et qui véhicule de mauvaises augures. Est-ce que cet animal pourrait représenter la dualité qui règne dans la société guyanaise, dans le sens où la Guyane, un territoire qui a été colonisé et qui a reçu, comme vous le dites, des préceptes qui ont été importés par les Occidentaux? Est-ce qu'il y a une dualité entre les traditions, les us et coutumes qui sont purement guyanais, on va dire, qui sont propres au territoire, et justement les préceptes qui ont été importés? Alors, sincèrement, non. Désolée si j'ai donné à voir de cette façon, parce qu'à aucun moment, ni délibérément, ni même inconsciemment, parce que je ne le pense pas, tout simplement. Je pense que nous sommes ce que nous sommes. L'histoire a fait de nous ce que nous sommes. Voilà. L'histoire, je pense qu'il faut la regarder en face, il faut la comprendre, il ne faut rien en dissimuler, il faut dire ses violences, il faut dire ses mystères, il faut dire ses magies aussi, et il faut le prendre comme capital. Donc moi, c'est vraiment mon rapport très clair, à la fois réfléchi et spontané, sur nous et ce que nous sommes, ce que nous avons reçu en héritage. Donc voilà, ça n'est pas une métaphore pour ça. Par contre, effectivement, je suis très contente que vous ayez repéré les chauves-souris. J'en ai mis dans presque tous les chapitres. Je vois qu'il y a un chapitre qui doit échapper aux chauves-souris. J'en ai mis dans presque tous les chapitres parce que j'ai voulu nous rappeler que nous avons aussi, nous, nos métaphysiques et nos mythomanies aussi. Nous avons nos mythomanies. Moi, personnellement, j'ai un rapport compliqué avec les chauves-souris. Déjà, personnellement. Donc voilà, c'est pas des animaux que je recherche. Moi, il y en a qui viennent dans ma cour, je dis maintenant, hein, je n'ai pas d'amandier, je trouve des amandes chez moi. Je n'ai pas de pommier rosa, je trouve des pommes rosa chez moi. Je sais que ce sont des chauves-souris comme ça. Donc les ciels ne faisaient que ça. Mais on sait que parfois elles transportent des virus, on sait qu'elles symbolisent aussi le vampire. Plutôt le vampire, c'est inspiré de la chauve-souris. Donc on sait. Donc moi j'assume parfaitement d'avoir un rapport compliqué aux chauves-souris et notamment de considérer que dans notre mythologie et dans notre mythozoologie, je dirais, la chauve-souris c'est quand même un oiseau de malheur. Hein, c'est quand même un oiseau qu'on chasse, comme on chasse la chouette, comme on chassait le corbeau avant, on ne voit pas beaucoup de corbeaux en ville, mais les corbeaux étant des charognards, on faisait la chasse aux corbeaux. Donc la chauve-souris, c'est un animal de malheur. Donc effectivement, la chauve-souris ponctue les événements. Et ce n'est pas ponctué de façon, comment dire, anodine. C'est signalé. C'est-à-dire, lorsque je déclare, je dis un tel a vu la chauve-souris, ou une escadrille de chauve-souris surgit d'un coup, etc., on voit bien le contexte. Soit il change brutalement, soit il annonce
On va prendre une dernière question et trois questions. D'accord. Alors, 3 questions. C'est moi qui réponds tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir Mme Taubira et merci d'être là. Alors, ce que je peux vous dire, je vous remercie pour ce livre et j'ai beaucoup apprécié un certain nombre de choses qui sont dites de manière très subtile. Par exemple, je reviens sur le carnaval avec l'inversion. Le pouvoir revient au pouvoir. Alors, j'ai beaucoup apprécié parce que quand cette histoire de Toloré est arrivée, tout le monde disait que c'était les internes qui avaient mis ça. Mais quand je lis le livre et que je vois cet aspect des choses, je dis effectivement, comme vous venez de dire, la conscience. On n'est pas toujours conscient des choses. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit bien bon, madame, ou bon, même. Bon, quand j'ai lu le paragraphe sur Kerma, là encore, vous posez un certain nombre de problèmes sur la société. Oui, le gars gagne 1000 et quelques euros, il a fait sortir des bouillards, l'autre qui vient de Toulouse, qui lui parle, enfin, etc., sur le compte péremptoire, qui ne l'écoute même pas, il a envie de s'expliquer. Et voilà tout ce qui n'est pas mis en jeu, on n'est pas sur la table pour comprendre ce qui se passe dans le jeunesse, pourquoi ils font ça. Ils sont désespérés et les gens ne comprennent pas, on accuse, on critique, alors qu'ils ont besoin au contraire de secours, ils ont besoin d'aide, ils sont en détresse. En tous les cas, merci de nous avoir fait prendre conscience d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas conscientes chez nous. Merci beaucoup. Merci madame. Une autre question? Bonsoir, merci pour ce partage assez éloquent. Je n'ai pas vu le livre, donc ce sera une question un peu plus générale. Mais pour les nos camarades, je vais parler de l'insémination. Je reviens toujours sur cette phrase de Aimé Césaire qui disait à son bord, quand il était allé à Dakar. Il avait fait une remarque sur le diable rouge et il disait que le Dieu, parce que le bélier représente un symbole très fort de chefferie en Afrique, et lui disait que le Dieu vaincu est devenu le diable vainqueur pendant le diable rouge. Pour la deuxième question, je sais que en écrivant des livres, c'est une manière, c'est pas une moyen de sauvetage, mais c'est un trait d'union fait à notre pays. Et on sait que même dans nos plus grands amours, on garde toujours une conscience sur les objectifs et les politiques. Et nous sommes tellement heureux de vous voir, de vous entendre et avec cette dimension internationale que vous avez. Et il y a des bruits de couloir qui disent que certainement, pour les prochaines échéances, On y revient. on parle entre nous, là c'est en histoire, c'est en famille. On ne dira rien à personne. Est-ce que vous avez une petite idée qui plante quelque part ou vous regardez dans la glace, vous direz que peut-être pas, peut-être pourquoi pas. Nous allons passer à la troisième question. Merci, Deuxième question. Merci, monsieur. C'est bon? Il n'y a plus de questions? Ah, Madame le maire. C'est une bonne question. Dans toute notre intervention, Mme Taubira, il y a 2 mots qui m'ont particulièrement parlé. Vous avez dit impasse programmée. Et je me dis que sans nul doute, et je me plongerai dans votre ouvrage, je me dis que sans nul doute, toutes ces impasses qui, de par notre histoire, pourraient faire penser qu'elles soient programmées, c'est ce grand ballon à travers le titre, et ce mot créole dans son essence signifie, qui peut permettre à chacun de nous de ne pas, en tout cas, prendre la voie de cette impasse programmée entre guillemets. C'était juste ce que je voulais vous dire parce que ça m'a parlé au plus profond. Je parlais de trip à trip, et là, une partie de mes tripes avec ce mot impasse programmée et le grand ballon qui nous permet en tout cas de nous en éloigner, de dévier et de prendre une autre voie
m'a permis d'aller, je dirais, encore plus loin. Donc merci. Merci Nasma Labanère, parce que c'est une observation qui est d'une grande pertinence dans la mesure où ce que je craindrais peut-être le plus comme malentendu sur ce livre, c'est que soit il soit écrasant, soit la situation, parce qu'il y a quand même des situations très difficiles, très difficiles vécues par les jeunes notamment. Je ne veux pas que ce soit écrasant. Ce que je veux, c'est qu'on soit conscient que dans le fonctionnement quotidien, un peu à notre insu, nous passons à côté d'une société qui dysfonctionne. Et que nous n'avons pas le temps, parce que nous sommes pris par emmener les enfants à l'école, aller travailler, s'occuper peut-être de personnes âgées éventuellement. Nous avons des engagements, il y a des personnes qui ont des engagements, donc voilà, aller satisfaire ces engagements. Et souvent, nous cachons les blocs et moyens des fois. C'est-à-dire que nous essayons de rattraper, de récupérer, d'aider, etc. Et on n'arrête pas. Et plus on aide, et plus on voit qu'il faut de l'aide, etc. Mais il y a des dysfonctionnements fonctionnels, je dirais, d'une certaine façon, dans cette société. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ce roman, il sert à ça. Je ne suis pas romancière. J'ai choisi cette voie de roman pour pouvoir circuler partout. Lorsque j'écris un essai, j'ai un sujet, je vais jusqu'au bout du sujet. Et j'argumente, je développe, et voilà, et je démontre. Là, le roman, il me permet d'utiliser plusieurs voies, hein, de prendre plusieurs chemins différents, d'avoir une polyphonie, c'est-à-dire d'avoir des voies différentes, des angles d'approche différents, d'aller jusqu'au bout, fouiller jusqu'au bout de certains problèmes, et puis d'autres juste de les effleurer. Voilà, c'est une alerte que je vous donne, comme le coup de Tololo, par exemple, c'est une alerte, et puis voilà, on peut fouiller. Moi, je donne l'alerte. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels je vais plus profondément. La question foncière, pourquoi elle se pose comme ça ici? D'où ça vient? Quels sont les textes de loi? Dans quelles circonstances? Il faut qu'aujourd'hui, on ait un héritage qui fait que l'accès à la terre est devenu extrêmement difficile. Donc, sur les tas de sujets de fond. Et cette société dysfonctionne en permanence. Et la jeunesse en particulier, elle est prise en étau dans ça. Donc, moi, ce que je voudrais, si ce roman doit servir à quelque chose, la littérature ne doit pas servir à autre chose qu'à nous détendre, à nous instruire, à nous interpeller, voilà, à partager, etc. Elle doit servir à ça, la littérature. Mais si j'ai choisi cette forme de littérature, c'est peut-être pour rendre plus recevable. Recevable n'est pas le bon terme. C'est pour rendre plus perméable peut-être, sous une forme qui ne soit pas une forme rêche, des sujets majeurs, des sujets difficiles, des sujets pénibles, mais qui sont la réalité. Tout ce qui est là est vrai. Tout ce qui est là est vrai. Après, j'en ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai fait de la littérature après. J'ai inventé mes personnages, je les ai composés à partir de gens. Il y a beaucoup de dialogues, il y a des parties où il y a beaucoup de dialogues. Ce sont des dialogues que j'ai inventés, mais j'ai inventé à partir de la façon dont nous parlons ici, la façon dont les jeunes parlent, dont certains jeunes parlent. Et tous les jeunes ne parlent pas de la même façon. Ils ont l'empreinte de leur appartenance sociale, ils ont l'empreinte de leur parcours éducatif. Et tout ça arrive même dans les échanges entre jeunes. On a des langages différents. Et pourtant, le dialogue se poursuit, et pourtant, ils se comprennent. Donc moi, ce que je veux, j'ai fait de la littérature, mais rien qu'avec du matériau vrai. Ce jeune homme, d'une certaine façon, il existe. Je ne sais pas, je lui ai donné un caractère, je lui ai donné des paroles, je lui ai donné des choses, mais il existe. Les faits qui servent d'intrigue existent, ont existé. La victime principale n'a pas existé là en tant que personnage, mais a existé en tant que victime. J'en ai fait un personnage à part entière que j'ai complètement composé, mais cette personne existait en tant que victime. Et le pays qui est là, c'est vraiment le pays. C'est vraiment le pays. J'ai d'ailleurs tenu à quel mois exact que j'ai vérifié la géographie, j'ai vérifié des choses. Et puis il y a beaucoup de musique. Parce que nous avons un patrimoine artistique, donc José Legrand est présent, un patrimoine culturel important, donc il y a aussi du théâtre, et un patrimoine musical phénoménal. Donc, je crois que je n'ai oublié aucun artiste, ni
femmes ni hommes, je crois que je n'ai oublié personne. Évidemment, il y a les Tambouliens. Et les grandes écoles de tambour, les 3 grandes écoles de tambour que je connais, vous allez me dire que j'ai oublié. Donc il y a l'Académie Tambour, il y a le Percy, le Joby, et puis il y a Stéphane Vérin, il y a le Djokan, il y a, bon voilà, donc il y a le pays, mais je répète, c'est que les références sur la toponymie, les références sur l'histoire, tout ça c'est vrai. C'est exact, c'est vrai. Ça vient juste expliquer une situation, donner du relief à une parole, et tout est vrai. Voilà. Donc, j'ai fait la littérature, mais avec du matériau authentique. Voilà, j'ai beaucoup parlé dans vos thèmes ce soir. Merci pour votre présence et pour la qualité de votre écoute.